Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une dans l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères participe à la 21e session du Conseil des ministres de l'OCI à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où une frappe israélienne sur le complexe Nasser fait 20 morts, dont 5 journalistes. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, son Excellence Abdelkader Hussein Omar, a pris part hier à Jeddah à la 21e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, convoqué en urgence pour examiner la poursuite de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Rappelons que dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a exprimé la solidarité totale et inébranlable du gouvernement et du peuple de Djibouti avec la cause palestinienne, dénonçant avec force les violations graves et répétées commises par la puissance occupante. Il a qualifié les actes perpétrés dans la bande de Gaza de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, soulignant le silence troublant de la communauté internationale face à cette tragédie humaine. Le ministre a réaffirmé l'attachement indéfectible de Djibouti au principe de justice, d'égalité internationale, insistant sur le fait qu'il ne saurait y avoir de paix véritable sans la fin totale de l'occupation levée du blocus et la création d'un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est pour capitale dans les frontières de 1967. Ainsi, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale pour qu'elle assume pleinement leurs responsabilités morales et juridiques en agissant rapidement pour protéger le peuple palestinien et poursuivre les auteurs des violations. Enfin, le ministre djiboutien a exhorté les États membres de l'OCI à transformer leurs déclarations de principe en actions concrètes, coordonnées et efficaces. Réaffirmant la cause palestinienne demeurera une priorité centrale pour Djibouti et pour l'ensemble de la Oumma. En marge de cette session extraordinaire de l'OCI, M. Abdelkader Hussein Omar a eu un entretien bilatéral avec son homologue turc Hakan Fidan de Turquie. Eh bien, comme je vous disais, l'Organisation de la coopération islamique a appelé à suspendre l'adhésion d'Israël aux Nations Unies, affirmant que la poursuite de ces violations et crimes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza constitue une violation flagrante de la charte de l'ONU et des conditions d'adhésion. Cette position a été exprimée dans la communiqué finale de cette 21e session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, tenue au siège de l'organisation à Jeddah, consacré aux conséquences de l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien. Les ministres ont fermement condamné l'annonce par Israël son intention d'imposer un contrôle militaire total sur Gaza et de mettre en œuvre des plans de déplacement forcé des Palestiniens. Ils ont également dénoncé les déclarations du Premier ministre israélien concernant la soi-disant grande vision d'Israël, considérée comme une extension du discours extrémiste et une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Le communiqué a souligné que cette politique représente une escalade dangereuse visant à consolider une occupation illégale et imposer un fait accompli par la force en violation du droit international et des résolutions de la légitimité internationale. L'agression israélienne contre le peuple palestinien en coordination avec l'État de Palestine. Le texte exige un cessez-le-feu immédiat, la levée totale du blocus imposé à Gaza et l'entrée urgente sans entrave de l'aide humanitaire. Les ministres ont tenu Israël pour entièrement responsable des crimes de génocide, des catastrophes humanitaires sans précédent et de la famine qui frappe la bande de Gaza. Retour à Djibouti, direction, je vous emmène en Somaliland où, à l'invitation officielle des autorités du Somaliland, une délégation djiboutienne conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Samedirié, s'est rendue hier à Hargeisa pour assister à l'inauguration d'un nouveau hôtel 5 étoiles, le Serena Serova. Le ministre était accompagné de Ousmane Abdi, directeur général de l'Agence nationale du tourisme, ainsi que de Mohamed Ahmed Aynan, conseiller technique au ministère. À l'arrivée à l'aéroport, la délégation a été accueillie chaleureusement par leur homologue somalilandais et plusieurs responsables locaux. Dans son allocution, le ministre, M. Mohamed Warsa Madiri, a salué l'hospitalité qui lui a été réservée et a rappelé la solidité des liens de fraternité et de coopération entre Djibouti et le Somaliland. La participation de la République du Djibouti à cet événement illustre la qualité des relations bilatérales entre les deux pays et leur volonté commune de développer le secteur du tourisme et l'hôtellerie dans la région. L'ouverture de ce nouvel hôtel et de prestige marque une étape importante pour l'attractivité économique de Hargeisa, offrant des opportunités inédites en matière d'hospitalité, d'investissement et de l'emploi.
Dans notre magazine de ce soir, la République de Djibouti s'impose comme l'un des meilleurs tremplins pour la finance islamique dans le continent. Ce développement fulgurant fait de la finance islamique un acteur essentiel de l'économie djiboutienne, contribuant ainsi à un secteur dynamique qui a déjà commencé à porter ses fruits. Reportage. À Djibouti, la finance islamique connaît un essor remarquable, fondé sur les principes de la charia et en harmonie avec les valeurs religieuses. Cette forme de finance se distingue nettement de la finance conventionnelle et gagne en popularité. Ce développement fulgurant fait de la finance islamique un acteur essentiel de l'économie djiboutienne, contribuant à un secteur dynamique qui a déjà commencé à porter ses fruits. Les banques islamiques actuellement, au nombre de 3 sur 12 banques en activité, ont su s'adapter, gagner des parts du marché et voir leur activité se développer rapidement. Cet engouement pour la finance islamique a attiré l'attention du gouvernement djiboutien. La mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel spécifique à la finance islamique a permis d'élargir la gamme des produits et services bancaires et de contribuer à une meilleure bancarisation de l'économie djiboutienne. Après plus d'une décennie de présence sur le marché djiboutien, les banques islamiques ont un impact significatif sur l'économie locale en développant des produits de financement adaptés et répondant aux besoins de la majorité de la société et en contribuant efficacement au soutien du secteur local et des petites et moyennes entreprises. De plus, la finance islamique pourrait contribuer à réduire la pauvreté en fournissant des services financiers aux populations exclues du système bancaire traditionnel. L'accès au crédit, aux assurances et aux investissements conformes à la charia pourrait ainsi bénéficier à une large partie de la population. La République de Djibouti s'impose comme l'un des meilleurs tremplins pour la finance islamique dans le continent, sous l'impulsion de la politique éclairée du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui ambitionne de faire de notre pays un hub financier régional. Sans oublier que le chef de l'État a été honoré de recevoir Global Islamic Finance Award à Astana, au Kazakhstan. Ce prix résulte du cadre réglementaire mis en place par les autorités djiboutiennes favorable à la finance islamique. Contrairement à la finance conventionnelle, la finance islamique repose sur des principes de transparence, d'équité. Elle repose sur la charia islamique qui proscrit les investissements dans des industriels polluantes ou socialement controversés et privilégie les activités et actifs tangibles. Chaque transaction doit être adossée à un bien réel, limitant ainsi la spéculation excessive et les crises financières. Le directeur du département de finances locales et des investissements de la Saba Africa Bank, M. Amin Abdallah, a déclaré que la finance islamique signifie fournir des services financiers conformément à la loi islamique et à ses principes et règles. Soulignant que la banque islamique est complètement différente de la banque traditionnelle à plusieurs égards. Il a affirmé que la banque traditionnelle emprunte principalement à des taux d'intérêt prédéfinis, contrairement aux banques islamiques. D'autre part, M. Amin Abdallah a souligné que la murhaba est la formule prédominante dans la plupart des banques islamiques, en raison de sa facilité des conditions où la banque achète la marchandise dont le client a besoin à sa source et la revend ensuite au client, à condition qu'il paie les montants dus à plusieurs versements dans un délai déterminé. Les instruments de financement islamique tels que le mudarabha, partage des profits, les musharakaha, co-entreprises, instaurent un modèle où les investisseurs et entrepreneurs partagent équitablement bénéfices et pertes. Ce système favorise une meilleure répartition des richesses et un soutien accru aux projets durables. Positionnement des stratégiques de Djibouti s'inscrit pleinement dans les ambitions de devenir un hub sous-régional, commercial et financier et a vu son taux de bancarisation de plus que doubler et une avancée significative en matière d'inclusion financière. Malgré leur implantation relativement récente, les institutions financières ont su s'imposer comme des acteurs incontournables du paysage bancaire djiboutien. Elles proposent une large gamme de produits conformes à la charia,
À l'heure actuelle, où le monde cherche des solutions pour concilier rentabilité et durabilité, la finance islamique apparaît non plus comme une alternative, mais comme un levier de développement plus équitable. Sa montée en puissance pourrait bien redessiner le contour d'une économie mondiale plus équilibrée, où performance financière rime avec éthique et un impact positif. Autre actualité dans ce 22 heures, nous sommes à quelques jours de la fin de l'été et déjà la capitale se prépare à renouer avec son rythme d'antan. Les rues encore baignées d'un soleil généreux s'emplissent peu à peu d'une agitation nouvelle. Le temps des vacances s'efface doucement pour céder la place à la cadence effervescente d'une rentrée imminente. Cette effervescence s'ajoute à le retour progressif des vacanciers djiboutiens partis se ressourcer dans les pays voisins, des familles, les bras chargés de souvenirs et les visages illuminés par la chaleur des retrouvailles regagnent la capitale. Dans les gares routières et à l'aéroport, les scènes d'accueil rappellent que Djibouti, au-delà de ses frontières, demeure le point d'ancrage effectif et vital des milliers de ses enfants. Le retour insuffle une énergie particulière à cette rentrée, une impression recommandement collectif où chacun reprend place dans la grande mécanique de la cité. La ville change de visage, les avenues vidées de leur foule durant les heures de sieste estivale se remplissent à nouveau de circulation, les bus reprennent leur va-et-vient, rappelant que le quotidien s'écrit aussi dans ce ballet mécanique qui accompagne la rentrée. Éducation cette fois-ci, ou dans le cadre de l'amélioration de la performance du système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle lance son plan annuel de formation 2025-2026 à travers une série de formations adressées aux enseignants et aux directeurs d'école et chefs d'établissement. Ces sessions de formation se dérouleront au centre de formation des enseignants ainsi que dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. L'objectif, mieux préparer la rentrée scolaire 2025-2026 à travers une meilleure appropriation de la circulaire de rentrée et un accompagnement renforcé des acteurs du terrain. Ces formations ont été supervisées par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, en compagnie du directeur général de l'administration, Mohamed Elmi, de l'inspecteur général, Mohamed Abdo, de la directrice générale du centre, Nem'a Ahmed Ismail, de la directrice générale de l'enseignement, Mme Lula Ali. Une présence qui témoigne de l'importance accordée par le ministère à la qualité de l'enseignement. Durant ces 2 journées, plusieurs thèmes essentiels ont été abordés, l'analyse des résultats des examens, l'année passée, la mise en place des dispositifs pour améliorer les performances des élèves, mais aussi la qualité de l'évaluation des établissements scolaires. Véritable levier de transparence et d'efficacité dans la gestion éducative. À noter que des enseignants de tous les niveaux, de différentes disciplines, ont également bénéficié des formations renforçant ainsi leurs compétences pédagogiques et méthodologiques pour répondre aux besoins des élèves. Au-delà des contenus, ces rencontres ont surtout permis aux participants de partager leur expérience et leur savoir-faire dans un climat d'échange constructif et conviviaux. Les chefs d'établissement ont pu permettre aux communs leurs bonnes pratiques, mais aussi identifier les difficultés rencontrées afin de construire ensemble des solutions adaptées. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle pour améliorer les performances du système éducatif et ainsi garantir à chaque élève un enseignement de qualité. Eh bien, à travers cette initiative, le MENFOP réaffirme sa volonté de renforcer les capacités de son personnel éducatif et de placer la qualité au cœur de la préparation de la rentrée scolaire 2025 et 2026. Il y a eu la formation de tous les enseignants dans toute la République de Djibouti. La formation des enseignants des régions se déroule dans les régions actuellement, aujourd'hui et demain. La formation des enseignants de base, du moyen secondaire et des lycées de Djibouti se déroule bien sûr dans les établissements, des lycées, des collèges et des écoles primaires. Ici, le centre de formation
CFN a reçu, bien sûr, les directeurs d'école, les chefs d'établissement du moyen et du secondaire et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tous ces personnels d'encadrement sont formés au centre de formation aujourd'hui. Il faut noter aussi que l'aspect innovation réside par le fait que cette année, les chefs d'établissement du primaire, du collège, du lycée des régions sont formés à travers le numérique en téléformation. Actuellement, ils sont en ligne et on a déployé tous les outils nécessaires pour que la formation se déroule dans les bonnes conditions dans les régions et à Djibouti-Ville. Dans le cadre du plan annuel de formation de l'année scolaire 2025-2026, mis en place par le ministère, les 2 premières sessions ont débuté aujourd'hui. Donc, ces formations ont pour but de préparer l'année scolaire 2025-2026. Donc, c'est l'occasion pour les chefs d'établissement de partager leur expérience, de réfléchir à leur plan d'action pour l'année à venir. Donc, tout cela dans une ambiance, bien entendu, studieuse après les vacances interruptives du mois d'été. En raison des conditions météorologiques particulièrement défavorables qui touchent actuellement la région, une grande majorité des pêcheurs ont pris la décision de ne pas prendre la mer. Les vedettes de pêche demeurent amarrées au port. Les professionnels suivant scrupuleusement les consignes de sécurité maritime émises par les autorités compétentes. Cette prudence s'explique par les risques accrus liés aux fortes houles, au vent violent et à la visibilité réduite en mer. La garde-côte, en coordination avec les services météorologiques, ont émis plusieurs bulletins d'alerte recommandant la suspension temporaire des sorties en mer. La garde-côte reste en alerte et continue de surveiller l'évolution de la situation météorologique. Une reprise progressive des activités sera envisagée dès que les conditions le permettront. On reste toujours en mer où, après 16 années de navigation au service des passagers de la ligne Djibouti-Obok, le ferry passager Mohamed Burhan Qassim franchit aujourd'hui une étape décisive de sa carrière. Arrêté suite à un problème technique, ce ferry essentiel pour la mobilité des populations a bénéficié d'une modernisation majeure. L'installation de moteurs neufs destinés à renforcer sa fiabilité et de ses performances mises en service il y a 16 ans, le ferry Mohamed Burhan Qassim s'est imposé comme un maillon vital du transport maritime national. Ces 16 années de navigation au service des passagers de la ligne Djibouti-Obok, le ferry Mohamed Burhan Qassim franchit aujourd'hui l'étape décisive de sa carrière. Il assure non seulement la liaison entre Djibouti et Obok, mais il contribue également au désenclavement de cette région, facilitant les déplacements des habitants, les échanges commerciaux et la circulation des biens. Grâce à l'entretien constant de la direction des affaires maritimes, le ferry a pu maintenir au fil des années un service régulier et sécurisé malgré les poids du temps et des conditions maritimes exigeantes. Le ferry a été équipé de nouveaux moteurs modernes conçus pour offrir davantage de puissance, une meilleure efficacité énergétique et une fiabilité accrue. Cette installation concrétise la volonté des autorités de garantir un service maritime performant et sûr répondant aux attentes des voyageurs de la ligne Djibouti-Obok. À la suite de l'installation des moteurs, un essai en mer a été organisé ce matin afin de tester les nouvelles capacités du ferry, véritable moment symbolique. Cet essai a permis de constater la réussite des travaux de modernisation et d'ouvrir une nouvelle page pour le ferry Mohamed Burhan Qassim. Cet essai en mer marque non seulement la fin d'une période d'arrêt technique, mais aussi le début d'une nouvelle phase de navigation où la sécurité, la fiabilité et le confort des passagers sont placés au premier plan. Avec cette modernisation, le ferry Mohamed Burhan Qassim est désormais prêt à répondre pleinement ses rotations. Sa mise à niveau représente un gage de confiance pour les usagers et un signe fort de l'importance stratégique que revêt la ligne Djibouti-Obok. Et cet accident ou un accident matériel impliquant 2 poids lourds immatriculés en Éthiopie s'est produit le 21 août dernier aux alentours de 18 h sur la route nationale numéro 1
à la sortie de Ouéa, précisément au niveau de l'oued de Ouéa. Cet incident a entraîné des fortes perturbations, la circulation provoquant un important embouteillage dans les deux sens sans possibilité de déviation. Eh bien, les gendarmes de la brigade routière de Ouéa sont rapidement intervenus sur le lieu pour sécuriser la zone, évaluer les circonstances de l'accident et assurer la régulation du trafic en temps réel. L'opération de dégagement des véhicules accidentés s'est révélée particulièrement complexe compte tenu de l'ampleur des dommages, des conditions de circulation et de la densité de trafic. Face à la gravité de la situation, une équipe de la grue de la gendarmerie, accompagnée par leurs collègues de la brigade routière de PK12, a été dépêchée en renfort. En coordination avec la brigade OEA, cette intervention a permis de libérer partiellement la voie, facilitant la reprise progressive de la circulation. Les gendarmes ont ensuite procédé à la régulation du trafic qui s'est considérablement intensifiée dans les deux sens. Après plusieurs heures d'efforts soutenus, les équipes de l'escadron de la sécurité routière sont parvenues à dégager entièrement les deux voies, rétablissant la circulation dans son intégralité sans incident majeur. Le haut commandement de la gendarmerie nationale rappelle encore une fois l'ensemble des usagers de la route nationale numéro 1 à faire preuve de vigilance et respecter scrupuleusement le code de la route, en particulier les limitations de vitesse, afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic sur cet axe stratégique. Régional à présent, où le gouvernement du Kenya prévoit une croissance économique accélérée en 2025. Le gouvernement kenyan a annoncé que le produit intérieur brut PIB du pays pourrait atteindre le 5,6% en 2025 contre 4,7% l'année précédente. Cette prévision reflète la reprise de l'économie face aux défis de l'inflation et aux fluctuations des prix alimentaires et énergétiques et souligne la capacité du pays à renforcer sa compétitivité régionale. Pour soutenir cette croissance, les autorités kenyanes mettent en œuvre plusieurs initiatives, moderniser des infrastructures, routes, ponts, réseaux électriques et d'eau, programmes de développement industriel et agricole et création de milliers d'emplois pour la jeunesse et les diplômés. On reste toujours dans l'actualité régionale. Des nombreuses surprises ont marqué la CAN 2024, avec notamment l'élimination des plusieurs favoris, l'émergence de nombreux nouveaux talents depuis le début du tournoi, mais il semble que d'autres rebondissements nous attendent. Dans un scénario digne des plus grands films de football, Madagascar s'est qualifié pour la finale du CAN 2025 après avoir éliminé le Soudan dans un match épique. Les Baréas, réduits à 10 dès le 119e minute, ont tenu bon face aux assauts soudanais et ont su puiser dans leurs ressources pour renverser la situation. Alors que le match était prolongé jusqu'en prolongation, les deux équipes semblaient épuisées, mais là, à la 116e minute, Madagascar a trouvé l'ouverture grâce à une action spectaculaire conclue par Ratombrick. Ce but historique envoie le Baréa au final pour la première fois de l'histoire du pays dans ce tournoi. Et dans l'actualité internationale, l'ONU a annoncé que 2024 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires, avec 383 personnes tuées, un bilan jugé choquant et sans précédent. La majorité des victimes étaient des employés locaux ciblés alors qu'ils accomplissaient leur mission ou même dans leur foyer. Par ailleurs, 308 humanitaires ont été blessés, 125 enlevés, 45 placés en détention au cours de leur même année. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le nombre des victimes augmente de 31%. Toujours dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, une frappe israélienne a visé le complexe médical Nasser Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, tuant 20 Palestiniens, dont 5 journalistes et un pompier, et blessant plusieurs autres. L'armée israélienne aurait ciblé le 4e étage du bâtiment des urgences Al-Yassine. 2 frappes successives ont touché la structure, la seconde survenant alors que les équipes de secours tentaient d'évacuer les blessés et de récupérer les corps. L'armée israélienne confirme l'attaque, affirmant ne pas cibler les journalistes et annonçant une enquête interne. Toutefois, les enquêtes précédentes sur des frappes similaires n'ont pas abouti à des sanctions. Eh bien, ces nouveaux décès portent à 245 le nombre de journalistes tués à Gaza depuis octobre. L'Associated Press a confirmé la mort de Mariam Aboudra, 33 ans, qui couvrait depuis le début de la guerre la crise humanitaire à l'hôpital Nasser. L'indépendante Arabia lui a rendu hommage, la qualifiant d'exemple de courage et de dévouement dans la transmission de la vérité. Toujours dans l'actualité internationale, le changement climatique et la sécheresse ont contraint près d'1 million de personnes à quitter leur foyer au Malawi en quête de zones plus sûres et de sources d'eau. Selon The Guardian, le réchauffement climatique a aggravé les souffrances des habitants, exposant les pays à des catastrophes naturelles et à des cyclones de plus en plus fréquents. Le cyclone 2023 a fait plus de 1000 morts, tandis que 2019, environ 930 000 personnes ont été déplacées.
Et enfin, on reste toujours dans le réchauffement climatique, direction le Vietnam où le typhon a touché lundi les côtes nord-centre du Vietnam accompagné de pluies torrentielles et de vents violents qui ont déraciné des arbres, inondé des bâtiments et provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs régions. L'ouragan a atteint les provinces avec des rafales comprises entre 118 et 133 km à l'heure en baisse par rapport aux 166 km à l'heure initiaux selon le service météorologique national qui a averti des précipitations pouvant dépasser les 500 mm jusqu'à aujourd'hui. Les autorités ont évacué près de 30 000 habitants déployés à plus de 16 000 soldats tout en fermant l'aéroport et les écoles dans la ville côtière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.